Bon, eh bien, bonjour Damien, bienvenue sur la saison 2 de podcast Contrôle Pass. Je vais d'abord faire un petit coucou à mes deux compères parce que moi je suis une pièce rajoutée de la famille Contrôle Pass. Déjà, bonjour à Bastien. Ouais, bonjour et merci d'être là, Jérémy, d'avoir organisé ce petit rendez-vous avec un expert des préférences motrices et cognitives afin d'éclairer un petit peu les connaissances de tout le monde, quoi. Et bonjour à notre ami Julien également. Bonjour à tous, bonjour Damien et merci Jérémy d'avoir organisé ça. Alors, Voilà. on va directement commencer. Damien, déjà merci d'avoir accepté. Après, je me Merci doute à que vous. la période un peu plus propice à ça. Ouais, tout à fait. Et écoute, du coup, on va d'abord te laisser te présenter, même si certainement beaucoup de monde te connaît, je vais d'abord te laisser te présenter. Damien De La Santa, 30 ans, entraîneur de foot. J'ai commencé à entraîner très jeune, à partir de mes 14 ans. J'ai commencé déjà à entraîner les jeunes gardiens. J'ai été dans un club amateur, l'Avant-Garde Cannaise, où j'ai passé 17 saisons, où j'ai entraîné à peu près toutes les équipes du club, des U9, enfin des débutants à l'époque, jusqu'à l'équipe première masculine pendant quelques mois, le temps de faire la transition qui était qui était à ce moment-là en PH. J'ai créé dans ce club aussi la section féminine du club où j'ai fait 6 ans avec les filles. Donc, on est parti de rien, donc du niveau départemental à 7 le plus bas. Et le club est monté jusqu'en D2 national avec des DH dans toutes les équipes jeunes, etc. Donc c'était mon premier gros projet. Je suis passé aussi 3 ans au Stade Malherbe de Caen en tant qu'adjoint, plus pour apprendre avec un statut de stagiaire pendant 3 années avec la réserve pro et puis les 19 nationaux. Et puis après, j'ai entraîné quelques équipes seniors, en Bretagne aussi au passé, un club fantastique dans l'île-et-Vilaine. J'ai fait un passage express à Chantilly. Je suis allé ensuite à Chevrillard-Grand-Frénois en R1 Hauts-de-France. Et puis, R2 puis R1. Donc ça, ce sont mes expériences, on va dire, d'entraîneur principal. Après, je suis quelqu'un qui depuis toujours est passionné, comme vous l'êtes, par la recherche et donc je consacre beaucoup de temps pour essayer de découvrir des choses. Je collabore avec le magazine Vestiaire que vous connaissez sûrement tous. Et puis, mais je me suis spécialisé depuis quelques années sur les préférences motrices et cérébrales. Depuis 2 ans, je n'ai plus d'équipe parce que je n'ai simplement plus le temps. Et puis, en fait, j'offre mes services aux clubs professionnels et aux équipes nationales pour essayer de les faire progresser. Donc, je bosse comme consultant. Et puis j'essaie de leur apporter ce que je peux leur apporter avec mon travail. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est notre première question, clairement. Est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui l'approche que tu utilises avec Axel Conseil, c'est très certainement en lien avec l'approche Action Types. Et à la suite de ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton travail justement quand tu collabores avec les sélections nationales et quand tu collabores avec les clubs pro, pro ou pas pro, il me semble. Ouais, après la plupart aujourd'hui sont quand même pros. Même tous. Bon, voilà. Après quelques fois je fais je vais voir des amis, quoi, mais sinon c'est toujours avec les clubs pro quand je travaille. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la base de tout, c'est l'approche Action Type qui a été créée il y a une trentaine d'années par 2 entraîneurs de volleyball qui sont Bertrand Terola et Ralph Hippolyte. Eux, en fait, ils ont remarqué de manière tout à fait pragmatique dans un premier temps que les joueurs, ils n'avaient pas tous la même expression motrice, notamment au moment du service ou du smash, que la position du coude différait, et qu'en fait, ils avaient beau à l'entraînement travailler à modifier ce geste en match sous pression, c'était toujours le naturel qui revenait, et puis ces joueurs avaient toujours ce même à ce moment-là, ils appelaient ça un défaut technique. Et puis en fait, finalement, ils se sont rendus compte que, qu'en regardant les grands champions dans tous les sports, en fait, ils avaient chacun leur identité singulière d'expression motrice. Et donc, ils ont touché du doigt les préférences motrices. 30 ans de recherche plus tard, ils ont modélisé tout ça en regroupant tout un tas d'études scientifiques des 4 coins du monde. Et donc, ils ont créé les profils moteurs. Et quelques années plus tard, en lien en fait, Ralph et Bertrand ont réussi à relier ces préférences motrices à des préférences de fonctionnement cérébral. Et donc, forcément, ça a tout de suite
eu un impact encore plus fort dans le sport, parce que c'est vrai que les questions de management, de communication et de préparation mentale, elles sont devenues aujourd'hui essentielles dans la performance. Donc l'approche Action Type, c'est ça, c'est-à-dire c'est la théorie qui vient du terrain, mais c'est la théorie des profils moteurs et des profils cérébraux. On travaille, moi, avec Axel, donc la société Axel Conseil, c'est une société qui fait ça depuis plus de 20 ans dans l'entreprise et puis un petit peu dans le sport, notamment dans le golf, où l'idée c'est de proposer des traductions concrètes de l'approche Action Type au service des entraîneurs et des sportifs. Donc on est sur vraiment des applicatifs concrets. Et donc moi, ce que j'ai fait depuis quelques années maintenant avec eux, c'est de développer dans le foot, grâce à ma formation d'entraîneur de foot, voilà, quelles sont les problématiques que rencontrent les coachs, les joueurs, et d'essayer de répondre à ces problématiques-là grâce à cet outil absolument fantastique qu'est l'approche Action Type. Donc pour bien différencier et pour essayer de récapituler un petit peu, on a un côté toute la théorie et de l'autre côté, on va dire une approche beaucoup plus pratique et beaucoup moins théorique et beaucoup plus pratique et qui répond à des problématiques précises de jeu ou de joueurs. D'accord, très bien. Et du coup, si jamais, est-ce que tu peux nous dire la plupart de tes missions quand tu es sur un... Je ne sais pas si dans ces moments-là, tu fais du staff avec les clubs ou si simplement tu viens, comme tu l'as dit, en consultant sur une petite semaine. Mais la plupart de tes missions, quand tu es avec les clubs, elles se situent à quel niveau? Alors, en fait, bon, déjà, je suis jamais dans le staff d'un club. Je garde bien ma structure externe. L'idée, en fait, c'est je l'imagine toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le coach qui demande quelque chose. Il y a le joueur qui produit quelque chose. Et mon job, en fait, c'est à la fois de permettre au joueur de s'adapter pour répondre aux attentes du coach et aussi de permettre au coach d'adapter sa demande, en tout cas la manière de le demander, pas forcément la demande, la manière de le demander ou la manière de réaliser la chose en fonction du profil du joueur. C'est-à-dire que je fais vraiment la connexion entre l'attente du coach et la réalisation technique du joueur lorsque ça coince. Parce que quand tout va bien, bien sûr, il n'y a pas besoin de moi. Mais à un moment donné, le coach, il veut que la défense, ça s'anime d'une certaine manière. L'équipe, il veut qu'elle défende de telle manière sur coup de pied arrêté. Il veut qu'elle l'attaque de telle manière. Il veut que tel joueur soit efficace à tel endroit. Et à partir de là, moi, l'idée, c'est de dire, OK, coach, vous voulez ça. Le joueur, il fonctionne comme ça. Maintenant, voilà, comme je dis des fois en rigolant, c'est comment on fait rentrer un carré dans un rond, quoi. Voilà, de forme un peu pas tout à fait identique. Donc, comment on adapte les choses pour que ça puisse se passer, que ce soit au niveau du jeu, donc purement technique, sur les aspects technico-tactiques. Ça peut être sur des aspects athlétiques, notamment pour la prévention des blessures ou certains joueurs qui ont des problématiques très spécifiques. Et la plupart du temps, pour les équipes professionnelles, c'est sur l'aspect management, communication, voilà, comment je peux être sûr en tant que coach d'être bien entendu, bien compris par mon joueur, comment est-ce que je peux le motiver, comment est-ce que je peux le remettre en confiance, comment est-ce que je peux lui donner un feedback efficace. Et voilà, moi, il ne s'agit jamais de dire au coach ce qu'il doit faire, c'est surtout de dire au coach, voilà comment fonctionne l'autre. Donc, si vous voulez être sûr d'être entendu, même si ça ne vous paraît pas naturel, si vous lui présentez les choses comme ça, alors il y a plus de chances qu'il vous entende. Voilà. Donc, ça se manifeste comme ça. Avec les équipes jeunes, dans les centres de formation, même si on débute avec les centres de formation, on n'a pas bossé avec beaucoup de centres, on est sur de la construction du joueur et sur de la on va dire de la connaissance de soi et du développement technique. Quand on est avec les équipes pro, il n'y a pas le temps. Les équipes pro, elles n'ont pas le temps. Il y a match pas en ce moment, mais en temps normal, il y a match tout le temps. Et en fait, on est sur vraiment une optimisation d'un point précis et souvent dans l'urgence. Voilà, c'est un club qui encaisse un peu trop de buts sur coup de pied arrêté de suite, qui a besoin vite d'éteindre l'incendie. C'est un joueur qui marque plus de buts, qui est au fond du trou. C'est un mec qui se blesse alors qu'il vient de revenir. On comprend pas ce qui se passe. Ou c'est des fois un coach qui vient d'arriver en course saison et qui n'a pas le temps de prendre le temps de connaître ses joueurs et tout parce qu'il doit gagner tout de suite, pas dans 3 mois. Donc voilà, c'est à chaque fois des problématiques qui sont spécifiques à chacun et puis, voilà un petit peu alors ça se ressemble jamais en fait, hein, voilà. Et donc des fois ça peut être tout le club, ça peut être une démarche de club, des fois ça peut être une démarche d'un coach, des fois ça peut être une démarche d'un adjoint, peut-être même des fois pas forcément face à son club. Voilà, des fois ça peut être comme ça. Le club est au courant bien sûr, mais c'est pas forcément soutenu par le club. Des fois, voilà, c'est le joueur, c'est son agent. Voilà, ça dépend. Des fois, c'est le joueur et l'agent, mais avec l'accord du club. Enfin, voilà, chaque situation en fait est assez inédite, quoi.
Ok, d'accord. Donc là, il y a quelques semaines, tu as publié la vidéo justement sur Cavani, je pense, qui a fait parler beaucoup de monde. Et pour rien te cacher, même au niveau amateur, au niveau de mon club, il y a tout le monde tu dois t'en douter, qui dit ouais, j'y crois pas, je sais pas, etc. Donc nous, la question que tout le monde s'est posée, c'est quelles sont, et je pense que tu pourras pas y répondre clairement, mais quelles sont en gros les préférences motrices. Tu parles de 12 préférences motrices. Est-ce que tu peux peut-être les balayer ou du moins nous donner un petit peu de contenu là-dessus? Bon, alors déjà, moi, il ne s'agit pas euh, d'y croire ou de pas y croire. Voilà. On est C'est-à-dire bien d'accord. que ce serait une grave erreur de ma part et de tous les gens qui s'intéressent à ce sujet, de dire voilà, c'est ça, c'est la vérité, c'est comme ça, etc. Non, les préférences motrices, c'est simplement un outil, euh, un petit outil enfin, un outil puissant mais qui est petit et qui permet de résoudre des problèmes que jusqu'à présent on n'est pas capable de résoudre. Voilà. Aujourd'hui, trop souvent, quand il y a des ratés, et c'était un peu le sens de ma vidéo parce que le, le fait d'avoir mis les experts et les journalistes au départ, c'était vraiment le but, c'est de dire aujourd'hui, quand on ne sait pas ce qui se passe, en réalité, peut-être qu'on peut savoir. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas. Moi, je suis Thomas Tuchel aujourd'hui. Je vais surtout pas dire mon joueur a fait une erreur technique. Et je vais dire c'est pas de chance. En tout cas, je vais dire ça dans la presse. Après, moi, j'ai déjà eu l'expérience avec un autre joueur en Ligue 1 et je ne dirai pas son nom, mais qui a loupé une action encore plus grosse que celle-là. C'est-à-dire qu'il était c'est quasiment de l'ordre de celle qu'avait loupé Choupo-Moting, mais c'était pas Choupo-Moting. Ouais. Et le fait que d'avoir expliqué aux joueurs et à son coach et de leur avoir montré les images et d'avoir dit ok, c'est pas t'es devenu mauvais, c'est pas machin, c'est juste qu'il y a ce critère-là, ça les a permis de se rassurer et de plus remettre ça et surtout de rationaliser les choses qui ne l'étaient pas. Donc les préférences motrices, c'est quelque chose qui permet de comprendre les situations. Après, il ne s'agit pas d'y croire et ce serait une énorme erreur de voir tout le foot à travers les préférences motrices. Euh, ce serait vraiment voilà, quelque chose de très grave. Donc ça, c'est la première des choses, c'est ça. Après, pour répondre, ben, les préférences, elles s'expriment chez tout le monde. C'est-à-dire que la manière dont le joueur va bouger, va courir, va toucher le ballon, va conduire le ballon, va se mettre en mouvement, va tenir en équilibre, va exprimer sa force. Voilà, tous ces critères-là, à chaque fois, on peut observer chez les joueurs les préférences motrices. Quelque chose de simple à observer pour tout le monde, pour les plus peut-être sceptiques, c'est voilà, de dire voilà, quand on frappe, il y a des joueurs qui vont croiser la jambe, d'autres qui vont pas croiser la jambe. C'est pareil, quelque chose de simple. Si jamais vous êtes une équipe de foot amateur et que vous n'y croyez pas, vous croisez juste les bras, vous faites la célébration de Mbappé, vous allez juste voir que dans la pièce, il y en a la moitié qui vont croiser les bras avec le bras gauche contre le ventre, alors que l'autre moitié aura le bras droit contre le ventre. Donc la manière même de croiser les bras, elle va être totalement différente pour tout le monde. Ça, c'est une préférence motrice. Donc le fait qu'on n'est pas tous câblés de la même manière, bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas à démontrer. Après, pour essayer de répondre le plus possible à la question, aujourd'hui, voilà, tout le monde ne perçoit pas pareil, ne se déplace pas pareil, ne se met pas en mouvement pareil, ne tient pas un équilibre pareil, n'exprime pas sa force pareil. Et l'idée, c'est d'essayer comment dire, de se servir de ça pour optimiser l'efficacité des joueurs. Si je reprends Cavani, même moi j'ai eu des discussions, voilà, j'ai vu des choses où oui, non, peut-être que c'est pas ce critère-là, peut-être que c'est parce qu'il a ceci ou cela ou machin, ouais, peut-être. Mais ça, à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout royal parce que ce qui est vraiment important et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, c'est de rendre le joueur meilleur. Donc si on se rend compte, grâce à cet outil-là, parce qu'on va observer des choses qu'on n'aurait pas observées sinon, que le joueur, lorsque le ballon vient de tel côté ou qu'il est orienté de telle manière, il rate. Et que quand il fait ça, quand il réagit d'une autre manière, il réussit. À la limite, que ce soit grâce aux préférences motrices, que ce soit grâce à Dieu, que ce soit grâce à l'oreille ou à j'en sais rien, ou à sa coiffure, peu importe. Cette approche nous a permis de voir que dans cette situation-là, le joueur était en difficulté, que dans une autre situation, le joueur était en réussite, et que nous, coach, on peut agir ici pour le mettre en réussite. C'est ça l'essentiel. C'est pas de savoir la nomination, le nom de la préférence, quelle préférence entre en jeu, ça on s'en fout. Ce qui est vraiment important, c'est de faire réussir le joueur. Et ça, beaucoup de gens qui travaillent dans les préférences motrices l'oublient. C'est-à-dire que c'est pas une science, c'est une science qui à elle seule ne sert à rien.
les préférences motrices, je pourrais presque mettre ça comme titre, ça sert à rien Hmm. en soi. C'est dommage, ouais. Mais non, ça sert à rien en soi. C'est, je sais pas, c'est comme si quelqu'un demain voulait travailler dans la communication tout seul. Non, la communication, ça sert au service d'eux. Tu vas communiquer au service d'une entreprise, au service d'un produit, au service d'une idée, mais communiquer pour communiquer, avoir rien à communiquer, ça sert à rien. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'outil en lui-même, il est surpuissant, seulement appliqué dans un contexte. L'outil de manière isolée, il sert à rien. À part à se faire plaisir, à dire ah oui tiens lui il croise le bras, il croise la jambe, il fait ça, ouais, mais ça sert à rien, ça fait pas gagner un match. Et c'est pour ça que j'ai insisté au départ dans ma présentation. Je suis un entraîneur de foot et des fois il faut pas voir toutes les choses sous le prisme des préférences. Des fois il suffit de remettre les choses en contexte par rapport au jeu, au bon sens du jeu, à la connaissance tactique et seulement des fois quand on est en situation d'échec, cet outil de préférence motrice nous permet de résoudre les situations et c'est très puissant et l'avantage de ça c'est que l'impact il est immédiat, c'est-à-dire que si on donne une correction, si c'est la bonne correction, une minute après ça marche, il n'y a pas besoin de s'entraîner, il y a pas besoin de... si c'est le bon geste ça marche tout de suite. D'accord. D'ailleurs, je rebondis sur ça parce que je me permets de te poser des questions qu'on me pose tous les jours au niveau du club, c'est de savoir est-ce que on est directement, NAIT, est-ce qu'on est directement avec ses préférences motrices oui. Ou est-ce que c'est des choses qu'on acquiert ou qu'on peut modifier? Il y a des gens qui m'ont dit quand j'étais adolescent, j'étais plutôt comme ça et quand je suis devenu adulte, j'étais plutôt terrien. C'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Alors, je vais vous donner des exemples. Enfin, je sais pas si je peux donner des exemples. Je vais vous donner des réponses en tout cas. Oui, l'expression, les câblages de préférences motrices, c'est autour de la 30e semaine dans la grossesse. Donc, c'est dans la vie intra-utérique. Donc, c'est avant la naissance. Ça, c'est ce que démontrent à peu près les recherches par rapport au moment où s'effectuent les câblages au niveau nerveux des circuits de neurones. Alors, les premières préférences se différencient. On peut tout à fait, quand on regarde un bébé faire ses premiers pas dans la vie, voir quel est son style moteur préférentiel dès les premiers pas dans la vie. Parce que sa manière dont il va gérer l'équilibre, dont il va gérer la gravité, dont il va se mettre en mouvement, c'est presque plus facile de profiler un bébé que de profiler un joueur de foot. Donc ça, c'est la base. Donc oui, c'est inné. Après, de toute évidence, le profil n'évoluera pas, les préférences motrices n'évolueront pas, mais c'est une notion de préférence. Donc qui dit préférence dit que c'est pas exclusif. Si vous avez tous une préférence motrice, enfin presque tous une préférence motrice d'être gaucher ou droitier de la main, d'accord, quand on a la main forte plâtrée et qu'on écrit avec l'autre main, on s'en sort très bien, on est tout à fait lisible. C'est un peu fatigant, mais on y arrive. Imaginez maintenant que 4 fois par semaine, 2 heures à chaque fois, pendant 20 ans de carrière, vous écrivez de votre mauvaise main. Vous allez devenir plutôt bon dans l'écriture des deux mains. Vous saurez faire les deux. Maintenant, votre préférence, elle n'aura pas changé. Vous serez toujours un droitier. Mais votre main gauche sera très développée. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai intérêt à avoir deux mains moyennes ou avoir une main exceptionnelle? Parce que si je mets toute mon énergie sur ma main forte, peut-être que le développement de ma main va faire que je vais pouvoir faire des choses fantastiques. Comme les notes un petit peu que tu disais en matière, est-ce que je vais 20 en maths et 2 en français, ou est-ce que je fais 10 et 10 des deux côtés? Oui, c'est ça. Je retiens bien. C'est ça. Ok, d'accord. Bah écoute, j'espère que tous mes amis qui écoutent la vidéo entendront ta réponse. Après, il ne s'agit pas de convaincre. Moi, je suis intervenu récemment au CEGB. Donc le CEGB, c'est le diplôme d'entraîneur des gardiens le plus haut à la Fédé. Enfin, c'est plus le plus haut, c'est le deuxième plus haut maintenant, en tout cas celui qui permet d'entraîner les pros. Et forcément, dans l'assistance, j'ai eu quelques coachs gardiens qui étaient persuadés d'avoir le profil inverse du leur. Et ils m'ont dit, oui, mais moi j'ai fait toute ma carrière d'une autre manière. Et oui, en effet. C'est d'ailleurs quand on est allé sur le terrain, parce qu'on a fait du terrain, ils étaient brillants, sachant que moi, dans ces formations d'entraîneur, on se met pas dans le rouge, on va pas faire l'arrêt de l'année, donc on fait des gammes techniques. Ils étaient brillants, ils performaient totalement, à l'inverse de leur préférence motrice. Par contre, il s'agit que les 2 ou 3 personnes en question, c'est des personnes qui ont eu des pépins physiques, et c'est des personnes qui ont tellement appris et répété qu'au final, elles sont à l'aise dans les deux. Mais qu'est-ce qui se serait passé si, toute leur carrière, elles avaient appuyé sur leur force? Ça, on ne peut pas le savoir, ça ne s'est pas passé. Mais moi, j'ai tendance à défendre l'idée qu'en s'appuyant sur ses forces, on performe plus. D'accord.
Et la question qui suit, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde amateur, la première chose qu'on me dit quand on parle des préférences motrices, c'est ouais, mais ça, c'est de la branlette, mais ça sert à rien. Faut déjà que nos joueurs ils sachent faire une passe, pied droit, pied gauche. Et aujourd'hui, toi, quel est pour toi l'intérêt premier de l'utilisation, ou du moins de se sensibiliser aux préférences motrices sur un niveau amateur? Au niveau amateur, la première chose à faire, c'est de ne pas les utiliser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de s'aventurer dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Demain, moi, je ne suis pas chirurgien ou je ne suis pas ostéo, je ne vais pas m'aventurer à jouer d'ostéo ou de chirurgien. Je vais rester à ce que je sais faire. Donc déjà, essayer d'appliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est compliqué. Par contre, quand je dis ne pas appliquer, c'est-à-dire que, ok, on va reprendre l'exemple du gamin qui ne sait pas faire sa passe. Pourquoi il ne sait pas faire la passe? Est-ce qu'il n'arrive pas à faire la passe parce que à un moment donné, il n'a pas encore assez travaillé? Mais pourquoi un gamin qui travaille, qui répète, il n'y arrive toujours pas? Il y a deux solutions. Soit c'est le joueur qui n'est pas bon, soit c'est la consigne qui n'est pas bonne. Pour moi, préférence motrice, sous l'angle des préférences motrices, je vais avoir tendance à dire c'est la consigne qui n'est pas bonne. Et d'ailleurs, nous, entraîneurs de foot, et là c'est au-delà des préférences motrices, c'est-à-dire aussi quelle attention et quelle intention on met. Demain, je suis sûr, je prends n'importe quel éducateur de club amateur. Je dis toujours ça en formation quand je fais des CFF1, CFF2. N'importe quel entraîneur de foot amateur. Il y a dans votre équipe de U11, il y en a un, il est nul. Voilà, il est nul. Alors, c'est un mot qu'il ne faut surtout pas dire, mais tu parles de moi, de l'écrire. De quoi? Tu parles de moi en 11 en fait, là, je crois. Ouais, si tu veux. Donc, se dire, alors que moi, en fait, je vais défendre l'idée, et je vais venir après en conclusion, qu'il n'y a pas de joueurs nuls. Et qu'il y a des joueurs qui ont un certain potentiel, mais surtout des joueurs qui sont en avance ou en retard. Et maintenant, on imagine que le père de ce gamin-là, c'est un émir qatari très riche, qui vous prend, qui vous paye 50 000 euros par mois, et votre seul job, c'est de vous s'occuper de son fils, avec tous les moyens illimités, et de le faire juste devenir au moins à son niveau potentiel maximum. Mais je suis sûr que ce même gamin-là, dans ce cas-là, l'éducateur, il mettra les moyens, il trouvera les solutions, et il fera en sorte que ce gamin-là, il arrive à jouer. Sauf que là, qu'est-ce qu'on fait, nous, éducateurs? C'est un biais qu'on a, et on le fait malgré nous, et bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais c'est quelque chose de naturel, c'est que on va mettre notre attention sur les meilleurs. En réalité, c'est pas les meilleurs, c'est ceux qui sont juste un peu plus en avance que les autres. Aujourd'hui, la DTN a publié des chiffres super intéressants, de montrer que un tiers des pros, je crois que c'est un tiers des pros, à 16 ans, il n'est pas dans un club pro. Voilà. Donc, faut vérifier les chiffres, mais je crois que c'est ça. D'accord. Et je vais les vérifier quand même. Je vérifierai tout à l'heure. Et du coup, c'est de se dire que voilà, il y a des jeunes qui sont en avance ou en retard. Maintenant, c'est sûr, si moi je veux que vous écriviez bien et que je vous fais écrire de votre mauvaise main à l'école et que je vous force à écrire de votre mauvaise main, vous allez mettre un peu plus de temps que les autres à bien écrire. Donc, les préférences motrices, pour moi, le seul apport que ça a au foot amateur, dans un premier temps, c'est de ne pas déformer les joueurs. C'est-à-dire de ne pas forcer les joueurs à jouer, à écrire avec leur main gauche ou à faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Ce qui est important, c'est que le joueur il réussisse à faire ce qu'on veut. Je vais vous donner un exemple. Une des préférences motrices qui est liée au caractère visuel montre qu'en fait on a un champ supérieur visuel et un champ inférieur. C'est-à-dire que si on prend un axe perpendiculaire au visage, qui au niveau du nez, il y en a qui ont une meilleure coordination visuelle vers le haut de la tête et d'autres vers le bas de la tête. D'accord? Tous les entraîneurs du monde aujourd'hui, et moi le premier, on a tous dit lève la tête. Ouais, bien sûr, bien sûr. Lève la tête. Mais en fait, qu'est-ce qui est important quand on dit lève la tête? Ce qui est important, c'est pas lever la tête. Ce qui est important, c'est que le joueur, il voit le jeu, ou il voit le partenaire, ou il voit l'adversaire. Et plutôt que de dire lève la tête, je pense que l'éducateur, il gagnerait à dire voir. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas besoin de lever la tête pour voir. D'ailleurs, ça m'arrive régulièrement, je vais voir des matchs des fois de jeunes, et on me dit, t'as bien, là, il faut que tu le vois, il y a un U11 là, c'est exceptionnel, quoi. Il est habité des dieux, le mec. Il regarde le ballon et il voit tout le jeu. Mais non, en fait, c'est juste quelqu'un qui a un profil où sa vision lui permet de voir sans lever la tête. Donc, c'est peut-être un très bon joueur, mais il n'est pas habité des dieux. Il est juste comme 50% des gens sur Terre. Il a une vision avec le champ supérieur visuel. Donc, à partir de là, c'est d'essayer de revoir les critères de réalisation et qu'à un moment donné, moi, le message que je passe au foot amateur, c'est que si à un moment donné, on donne un critère de réalisation
et que le joueur n'y arrive toujours pas, Ouais. c'est peut-être pas le joueur qui est pas bon, c'est peut-être le critère de réalisation qui est pas le bon. D'accord. Je rebondis avant de donner la parole à mes deux compères. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On a de plus en plus de séances aujourd'hui où on essaye justement d'initier la prise d'infos au travers d'artifices un petit peu particuliers, du genre on met une minerve aux joueurs pour qu'ils gardent la tête haute, etc., pour qu'ils scannent l'info. Et on met des chasubles, je sais pas, de couleur aux quatre coins du terrain. Quand t'as la balle, faut que tu me dises quel chasuble est dans le coin. Aujourd'hui, comment dire, est-ce qu'on n'automatise pas justement pour nous la prise d'info égale tête haute, et du coup, je pense qu'on est en train d'automatiser un petit peu cette prise d'info via je sais pas, ouais, ce genre d'artifice, quoi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment sont fabriqués les critères de réalisation. Quand on a compris ça, on a tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, dans le football français, tous les critères de réalisation, ils sont copiés sur un modèle moteur, celui de Zidane. Tous les gardiens de but aujourd'hui, le modèle des critères de réalisation, c'est Thibaut Courtois, c'est Neuer, c'est tous ces profils de gardiens-là. Okay. Donc aujourd'hui, tout le monde doit fonctionner comme ces modèles-là parce que ce sont les meilleurs. Or, 50% des joueurs, ils sont sur un modèle inverse. Imaginez, on a tous dit, et moi le premier, sur la frappe, il faut fléchir la jambe d'appui. Aujourd'hui, on regarde du foot à la télé, on regarde des centaines de matchs, on s'est jamais rendu compte que ni Messi, ni Ronaldo, ni Mbappé, quand ils frappent, ils fléchissent la jambe. Quand ils frappent, ils ont la jambe quasi tendue, voire la jambe d'appui quasi tendue, voire tendue. Et ça, en fait, on va donner à chaque fois des critères qui sont pas les bons. Donc oui, en effet, on veut se rassurer. Et j'adore la phrase. Je mangeais avec Julien Gourbert, qui est le patron de vestiaire, qui me rapportait une phrase de Frédéric Hans, qui dit voilà, un entraîneur qui débute, il met plein de choses en place pour se rassurer, et puis un entraîneur expérimenté, il cherche à rassurer ses joueurs, quoi. Et c'est vrai que nous, au début, entraîneurs, quand on commence, on a forcément envie de donner plein de consignes, plein de choses pour montrer qu'on maîtrise. En réalité, on freine le développement moteur des joueurs. Et qu'est-ce qui se passe avec les meilleurs? Comme les meilleurs, ils nous font gagner et que de toute façon, ils arrivent à tout faire, on les corrige pas, ceux-là. Donc au final, les meilleurs, ils font différemment, mais comme ça marche, on leur dit rien. Et c'est ceux qui auraient besoin de notre aide pour progresser qu'on freine. Bien sûr. Je vais donner la parole à mon ami Bastien, mais aujourd'hui, c'est clairement ça. Je crois que la bonne passe, c'est la passe de Zidane, en fait. C'est cette passe un petit peu genou fléchi, pied verrouillé, etc. Et aujourd'hui, je pense que... Non, la bonne passe, c'est celle qui arrive. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que si on voyait le foot comme ça, avec des intentions et des résultats et des finalités, et qu'on laissait l'expression motrice, l'expression technique comme seconde, d'accord, c'est-à-dire d'abord l'intention tactique et ensuite la manière de réaliser, c'est secondaire, je pense qu'on pourrait progresser plus vite nos joueurs. Ouais. Écoute, je vais donner, parce que j'ai envie de rebondir sur tout ce que tu dis, mais je vais donner la parole à mon ami Bastien, qui je pense avoir 2-3 trucs à te dire. Ouais, donc Okay, moi j'aimerais rebondir sur ce que disait Jérémy tout à l'heure sur le fait que quand tu étais intervenu auprès des gardiens, voilà, moi ça fait 20 ans que je dégage comme ça, alors que ma préférence c'est ça. Et du coup, moi ma question, elle est peut-être naïve, mais c'est du coup, vu que sa préférence c'est tirer de telle manière, comment en fait comment ça se fait qu'il le fasse pas naturellement en fait? Je pense qu'il le faisait naturellement. Mais en fait, après, il a rencontré des coachs qui lui ont appris la bonne technique. Ok, d'accord. Quand on est gamin, on nous embête pas, quoi. Moi, je montre des vidéos quand j'interviens en conférence ou autre, où on a des jeunes, en fait, voilà, on leur demande des U9 qui font un exercice de frappe au but, on voit, voilà, ils utilisent l'intérieur, l'extérieur du pied, la jambe fléchie, la jambe tendue, des prises de balle vers le but, des prises de balle à angle, ils s'équilibrent vers l'avant, vers l'arrière, leurs bras. Voilà, en fait, tout se fait naturellement. Sauf que le problème, c'est qu'après, dans l'âge en préfo, en fait, on va en préfo et en formation, mais surtout en préfo, on va formater les joueurs au niveau technique. Alors pas tous, pas tout le monde, bien sûr, je généralise, mais il y a aucune critique, c'est un constat, c'est pas une critique sur ce qui est fait, parce que faut pas non plus jeter la pierre. La formation française, elle forme de bons joueurs, il faut pas jeter la pierre, mais c'est vrai que si on reprend ça, voilà, on apprend, et des fois on se trouve à être en difficulté. Puis ça part toujours d'un bon sentiment, c'est-à-dire que le coach, il va donner ce qui est bon pour lui. Il va dire, moi ça marche, donc si ça marche aussi pour toi. Donc il va fais comme moi, c'est naturel, on fait tous ça, fais comme moi, attends, regarde, ça marche, regarde, fais comme moi, je y arrive moi. Sauf que si on a la chance que le coach il soit construit comme nous, on y arrive. Puis si on a la chance que le coach il soit pas, si on n'a pas de chance et que le coach n'est pas construit comme nous, on y arrive plus longuement, avec plus de temps. Et puis, on risque soit
dans le meilleur des cas, au moment du match, au moment où on réfléchit pas, on fait juste l'inverse de ce qu'on a fait à l'entraînement, ou alors, on le fait, puis on finit par se péter. Ok. Et Mais ouais, je vais donner un autre exemple que tout le monde peut vérifier à la télé. Il suffit de dire, voilà, aujourd'hui, tous les gardiens de but, on leur apprend à plonger vers l'avant. Ouais, parce que si tu plonges vers l'avant, tu comprends, tu vas dévier le ballon, tu vas le mettre en corner, alors que si tu plonges vers l'arrière, tu le mets dans ton but. Ok, ça c'est la théorie. Parmi les meilleurs entraîneurs, dans les meilleurs gardiens de but français, vous regardez Lloris, vous regardez Mandanda, vous regardez Costil, vous regardez Ruffier, et regardez combien de fois, quand il y a des frappes difficiles, des arrêts difficiles à faire, ils plongent vers l'avant, et combien de fois, à la fin des arrêts, leurs pieds terminent devant leur tête, c'est-à-dire qu'ils plongent vers l'arrière. Et vous verrez que 90% des cas, quand c'est compliqué, ils plongent vers l'arrière. Et ça ne nous empêche pas, nous, Français, d'apprendre aux gardiens de but de plonger vers l'avant. Parce que Neuer le fait. ouais. Ouais, et moi j'avais une deuxième question parce que comme je sais pas si tu es au courant, mais moi je travaille auprès des petits, donc je suis éducateur chez des enfants des U8, U9 Mhm. dans une structure professionnelle. Et du coup, bah forcément, on cherche entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, développer le joueur, l'individu en lui-même. Et du coup, bah, ça tombe bien ton intervention parce que du coup, je me pose la question, est-ce que c'est trop tôt ou pas d'essayer de profiler un petit peu les enfants pour essayer de mieux les connaître, de mieux interagir avec eux dans tout ce que tu disais au fait au départ de la Ouais. vidéo. Pour moi, c'est très tôt. Pour moi, c'est très très tôt. Ouais, Le profilage et le travail, il vient, voilà, quand tu vas faire de la finesse à haut niveau. Aujourd'hui, un gamin, ce qui compte, c'est qu'il soit capable de tout faire, et c'est surtout pas le contraindre et le restreindre. C'est-à-dire que, voilà, l'objectif, c'est qu'il y arrive. Et après, il faut laisser le corps s'adapter, et un gamin, si on ne l'embête pas, il y arrive, quoi. Il va tâtonner, il va chercher, il faut lui faire vivre des expériences, peut-être essayer plein de choses, et regarder ce qui marche. C'est-à-dire qu'à la limite, dans un groupe, on a forcément de tous les profils. Bah, tiens, on essaye de faire comme un tel. Tiens, maintenant, on imite la frappe de machin. Tiens, maintenant, on imite la frappe de machin. Et puis, en faisant ça, ils auront tous, ils auront vu plein de styles moteurs différents, et ils trouveront celui qui leur convient. C'est une maladie française aussi de vouloir tout contrôler. Euh, exact. c'est si je fais comment dire, une analogie avec la périodisation tactique, qui est un autre sujet qui m'est cher, c'est voilà, comment on sait que, en périodisation tactique, comment on sait qu'on est dans le bon thème, et comment on quantifie, la question elle est simple, c'est qu'est-ce que tu veux travailler? Tu veux travailler les changements de direction? Bon, ben, si tu vois beaucoup de changements de direction, tu es un très bon entraîneur. Et si tu n'en vois pas beaucoup, tu es un bon entraîneur. Et puis si tu n'en vois pas du tout, tu es un mauvais entraîneur. C'est qu'est-ce que tu vois, ce que tu demandes. Si toi, tu veux que ton jeune, il apprenne à dribbler, il apprenne à passer, il apprenne à sauter, il apprenne j'en sais rien, voilà, et qu'il y arrive, ben, l'embête pas. Laisse-le faire ça. Et s'il n'y arrive pas, ben, donne-lui une méthode, les critères de réalisation. Puis si c'est pas bon, ben, te braque pas, essaye d'autres critères. Et c'est comme ça que je pense que tu vas pouvoir ne pas déformer les joueurs. Je vais rebondir sur ce que tu dis, je vais ouvrir une autre porte. Est-ce que tu pourrais nous introduire comment dire, à l'apprentissage différentiel qui a mis en avant un petit peu Thomas Tourelle, mais est-ce que tu pourrais nous introduire un petit peu là-dessus? Oui, alors le différentiel, bon, c'est comment dire, c'est un Allemand déjà, un enseignant allemand qui est à l'université de Mayence, qui s'appelle Wolfgang Scholorn, qui a travaillé sur ce sujet. L'idée, alors ça existe aussi dans la théorie française, il y a beaucoup d'écrits dessus, hein, avec l'apprentissage en bloc et l'apprentissage variable. Aujourd'hui, il a été démontré que la répétition n'apporte pas les effets qu'on croit. En effet, dans un match de foot, leur postulat, comme dans la vie, c'est de dire qu'on ne fait jamais deux fois le même geste. C'est-à-dire que même, admettons, si on prend ce qui pourrait se rapprocher le plus, on va dire un penalty, peut-être que sur le penalty, il n'est pas à 11 mètres, mais il est à 11 mètres 03. Peut-être que le but, il fait pas 7 mètres 32, mais parce que le terrain penche un peu ou parce que machin, il va faire 7 mètres 31 et demi. Peut-être que le ballon, il va être légèrement plus gonflé que celui de la dernière fois. Peut-être que l'herbe va être légèrement plus haute. Peut-être qu'il va avoir plu un peu avant. Et en fait, le contexte va faire que le geste sera jamais parfaitement deux fois identique. Pourtant, sur quelque chose qui paraît identique. Alors, autant vous dire qu'un contrôle, une passe, un dribble, là, on est dans de l'aléatoire complet.
Donc, même quand on travaille les coups francs, et si on décale d'1 mètre, ça change tout. Donc, et nous, notre méthode d'entraînement technique, traditionnelle, c'est d'essayer de fixer, à trouver le bon geste. Donc, en fait, on va construire notre corps à créer un bon geste. Sauf que on sait que ce geste-là, il se produira jamais en match. Donc, l'approche différentielle, c'est de dire, OK, maintenant, on va, plutôt que de faire ça, on va apprendre notre corps à s'adapter à tout un tas de contraintes. Et donc, on va répéter l'intention. L'intention, ça peut être de marquer le penalty, ça peut être de dribbler le joueur, ça peut être de faire une passe, ça peut être d'atteindre un objectif, peu importe. Mais par contre, on va réaliser les choses de manière totalement différente, c'est-à-dire qu'on va jamais répéter. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de dire, comme on cherche à expérimenter, à apprendre au corps à s'adapter à tous les contextes, on va pas corriger le corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui va enregistrer lui-même, ça, si je fais ça, ça marche, si je fais ça, ça marche pas, et qui va construire par essai-erreur son feedback, sa connaissance de lui. Et aujourd'hui, voilà, comment, je vais essayer d'expliquer ça de manière simple. Bon, les experts, ils sont pas tous d'accord là-dessus, mais toujours est-il qu'il y a deux grandes approches, il y a deux grands mouvements sur l'acquisition des habiletés motrices. Et il y a d'un côté les écologistes et il y a d'un autre côté les cognitivistes. Alors moi, je suis plutôt rangé du côté de ceux qui sont écologistes, mais une fois de plus, si tout le monde n'est pas d'accord, ça fait pas consensus. L'idée, c'est de dire qu'il y a un lien direct entre la perception et l'action. C'est-à-dire constamment, on perçoit, on agit, et pendant notre action, on perçoit d'autres informations qui nous permettent de modifier notre action, etc. Donc, c'est le cycle perception-action. La perception, c'est la manière dont on se projette dans notre environnement. Pour moi, la perception, c'est pas voir. La perception, c'est la manière dont on se projette dans notre environnement. Je prends un exemple. On est un exemple, mais bon, j'ai pas trouvé mieux encore, un exemple pas terrible. On est à un feu rouge piéton. Et, donc on est deux. Il y a moi qui suis plutôt en pleine forme, et puis on va avoir avec moi une petite mamie avec sa canne, qui est un peu moins en forme que moi. D'accord. C'est-à-dire qu'au moment où on va, et le piéton est rouge, mais on est tous les deux aussi indisciplinés. On veut tous les deux traverser quand même, parce que voilà, on est pressés. Eh bien, on va tous les deux voir que la prochaine voiture, elle arrive à 70 km/h et qu'elle est à 200 mètres. D'accord. Peut-être que moi, à la lecture de cette situation-là, le message que la personne va venir, c'est de dire, OK, moi là, j'ai largement le temps de passer, parce que je connais le temps que j'ai besoin pour traverser la rue. Et peut-être que la grand-mère, face avec la même information, elle va dire, ouais, mais moi, avec ma canne, j'ai 2 fois moins vite, donc j'ai besoin de 2 fois plus de temps. Donc, son action va se trouver modifiée par sa perception. Alors qu'on aura vu la même chose. Un joueur de foot qui voit un joueur à 50 mètres, on peut tous les deux l'avoir vu, mais il y en a peut-être un qui est capable de faire la transversale et de la mettre pied à 50 mètres et l'autre qui n'est pas capable. Donc pour un, c'est peut-être le bon choix de jouer là-bas et pas pour l'autre. Toujours est-il que l'essentiel, c'est de bien se connaître. Parce que quand on sait exactement ce qu'on est capable de faire, on sait si on peut traverser ou pas la route, on sait si on est capable de mettre le ballon à l'opposé ou pas. Et donc, l'idée des préférences motrices ou de l'apprentissage différentiel, c'est d'accompagner le joueur à mieux se connaître, à être capable d'avoir un feedback énorme, de dire quand je fais ça, ça marche, quand je fais ça, ça marche pas, pour pouvoir répondre au maximum aux situations perçues. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Je pense que tu as été très clair, et aujourd'hui, Bastien comme Julien, c'est un petit peu là-dedans qu'on essaie de s'inscrire. Et aujourd'hui, moi, la question que je me pose, je sais que tu travailles un petit peu avec les attaquants, et le but, c'est pas d'essayer de nous mettre en difficulté, mais je me pose la question des spécifiques attaquants aujourd'hui dans les clubs, où justement on va être sur une répétition, comme au basket, un petit peu une répétition de shoot pour essayer de trouver le geste, où finalement la situation de finition est rarement sans opposition, et rarement avec un gardien fixe. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu ajoutes, qu'est-ce que tu apportes sur l'entraînement des attaquants en lien avec les préférences motrices, et peut-être même en lien avec ce que tu viens de nous présenter sur l'approche différentielle? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, sur les attaquants, j'interviens à plusieurs échelles. Déjà, la première chose que j'ai faite, elle n'a rien à voir avec tout ça, ça a été de faire une analyse très complète et très pointue de la réalité aujourd'hui du poste d'attaquant et du travail d'attaquant. Donc, que ce soit sur des données athlétiques. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai travaillé sur les 5 grands championnats, j'ai analysé tous les joueurs sur la saison dernière,
tous les joueurs qui ont marqué plus de 5 buts dans les 5 grands championnats en première division, tous les attaquants qui ont marqué plus de 5 buts. À partir de là, j'ai analysé toutes les datas de ces joueurs, à savoir les distances parcourues par match, les courses à haute intensité, toute la partie, on va dire, athlétique, mais également une partie efficacité, c'est-à-dire combien de frappes sont nécessaires pour marquer un but, combien d'occasions, est-ce que, en fait, on se rend compte que le taux de frappe, que ce soit un joueur à 20 buts ou à 25 buts, mais par contre, la faculté à se créer des occasions, elle est différente. Donc, ça veut dire que le travail, il doit être orienté sur comment se créer l'occasion, comment déclencher le tir le plus rapidement possible. Avec l'aspect qualitatif, avec l'expected goals, il y a tout un tas de data aujourd'hui qui sont tout à fait intéressantes. Donc, ça a été de faire une analyse sous forme de data et aussi une analyse beaucoup plus pragmatique sur comment sont marqués les buts. C'est-à-dire, j'ai découpé des zones dans la surface de réparation et de me dire, OK, dans cette zone-là, les buts sont marqués souvent là. Et que ceux qui sont marqués là, ils sont marqués en une touche, ils sont marqués avec un ballon qui vient plutôt de là, ou alors les différentes sources de balles, ça vient de là. Et pour essayer d'avoir des choses réalistes. Aujourd'hui, si ça me donne, pourquoi j'ai fait ça, c'est que ça me donne des outils concrets pour travailler avec mes joueurs. Aujourd'hui, on fait un spé attaquant. Quand on voit qu'un 82-83% des buts sont marqués dans la surface de réparation, et que tous les spé attaquants ne se passent même pas dans la surface de réparation. Aujourd'hui, on voit que plus de 80% des buts sont marqués à l'issue d'un effort athlétique, bref, mais qui est soit une rotation, soit un saut, soit un sprint de 5 mètres. Mais on se rend compte que 80% des cas, la frappe, la touche de balle, vient après un effort athlétique. Aujourd'hui, quand on travaille le spé attaquant, on travaille le geste, on le décontextualise de tout ça. Or, 8 fois sur 10, il y a un effort athlétique avant. Donc, il faut remettre de la réalité. Après, c'est les centres aujourd'hui, la plupart des buts sur centre, les centres viennent de la surface. Donc pourquoi travailler des centres principalement en dehors de la surface alors dans la réalité de match, ça vient de là. Donc ça a été l'étape suivante, ça a été de modéliser ça un petit peu. Ensuite, ça a été d'intégrer toutes les préférences motrices pour essayer de créer des critères de réalisation qui correspondent à chacun des joueurs. Donc, de mettre en place une pédagogie qui va permettre aux joueurs d'abord de mieux se connaître. Donc, ça, en lien avec le groupe perception-action que j'ai décrit tout à l'heure, via l'apprentissage différentiel. Et puis après, ça a été de retourner un petit peu plus à l'échelle macro et de trouver les éléments de tactique individuelle qui vont permettre aux joueurs soit de se trouver dans des situations favorables, soit de se trouver dans des zones, ou dans des situations favorables pour marquer. Donc voilà, le travail sur cette attaquant, ça a été ça. Donc les préférences motrices, ça a été un échelon comme je disais en introduction, hein, c'est-à-dire que ça a été un maillon de la chaîne centrale qui pour moi donne une réelle plus-value, mais qui n'a aucun sens si elle est décontextualisée de la réalité du foot et de ce qu'on doit faire dans notre activité d'entraîneur principal. Ok, donc aujourd'hui, on va essayer de mettre en contexte. Moi, je vais prendre un contexte fictif. Moi, je suis entraîneur allez, on va se mettre en difficulté. Je suis entraîneur de U19 féminine. Et voilà, on est vendredi. J'ai récupéré mes 4-5 attaquants, plus 2-3 des seniors. Et j'aimerais faire un spécifique attaquant. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu me préconiserais comme type de séance en lien avec ce que tu viens de nous dire? Après, ça dépend. Si c'est une séance un peu comme ça, qui sort de nulle part, et voilà, c'était pour faire plaisir, ou si ça s'inscrit dans une démarche de projet à l'année, c'est pas du tout pareil, parce que si tu travailles dans la durée, tu peux justement travailler sur la connaissance de soi des joueurs, etc. C'est comme un entraîneur des gardiens, alors que tu fais juste une séance, c'est peut-être juste pour mettre en confiance tes joueurs ou pour leur faire plaisir, donc l'objectif sera pas le même. Après, quel que soit l'exercice et quel que soit quel que soit ce que tu fais, enfin, que ce soit attaquant ou pas, en fait, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de la réalité. Moi, en formation, j'encadre des sessions BEF pour les entraîneurs qui passent le diplôme, et toute l'année, c'est quelle distance je dois mettre dans mes exercices. La réponse, elle est hyper simple, en fait. La réponse, elle est hyper simple, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu fais un 8 contre 2 en taureau, tu le fais dans un 12 contre 12, un carré de 12 sur 12. Ouais. Aujourd'hui, les joueurs pros, ils sont dans le confort total. Les joueurs de DH, ils sont déjà un peu en difficulté. Tu fais sur un carré de 8 sur 8, les pros, ils sortent un peu de leur zone de confort.
les amateurs, ils ne font pas 3 passes. Bien sûr. Donc en fait, l'idée c'est de se rapprocher de la réalité. Moi, je dis toujours, prenez la vidéo ou prenez votre iPhone, prenez une photo, je sais pas, vous voulez travailler une conservation au cœur du jeu, ben vous prenez et vous voyez les espaces entre les lignes. C'est sûr que les blocs équipes en Ligue des Champions, ils sont beaucoup plus compacts qu'en DH, quoi. Donc l'idée c'est de trouver les distances, et si on va en départemental, c'est encore plus grand. Et sans jugement de valeur sur les niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que pour maîtriser le ballon, un, comment dire, une équipe départementale, elle a besoin de 3 touches de balle. Peut-être qu'un joueur de Ligue des Champions, elle a besoin d'une seule touche de balle. Du coup, comment on adapte l'espace et le temps, donc l'espace pour jouer sur le temps, pour que les joueurs soient le plus proche possible de leur réalité de match. Donc des attaquantes, ça dépend. Moi, des 19 nationaux féminines, j'en ai vu qui sont quasiment capables de jouer en D1 féminine, et il y en a d'autres, elles peinent à jouer en R1, même si elles sont en 19 nationaux. L'idée, c'est de voir quel est leur niveau, quelle est leur réalité de match, combien de temps elles ont dans la surface, d'où sont marqués les buts. De mémoire, chez les filles, les buts sont marqués encore plus près que chez les garçons. Donc c'est de travailler dans cette zone-là, c'est de travailler avec la même contrainte espace-temps que ce qu'elles ont en match. Donc c'est de leur mettre quelqu'un qui va les pourchasser, qui va les pourchasser quelque chose de réaliste, quoi. Et puis après les passes, ça dépend de ton projet de jeu. Si tu joues la contre-attaque, tu as plus de chances que ça vienne de derrière. Si tu joues avec une attaque placée, tu as plus de chances que ce soit sur centre. Après, comment tu veux que tes buts soient marqués, comment... Voilà, je pense qu'il n'y a pas une séance type. Ce serait une erreur de donner une séance et de dire allez-y, faites ça. L'idée, c'est de faire une analyse du contexte, de voir comment l'équipe veut jouer, de voir quelle est la réalité de jeu, et à partir de là, de mettre en place une séance, quoi. Enfin, alors, je réponds peut-être un peu à côté, mais en même temps, je le pense sincèrement. C'est un petit peu la question, c'est pas la question piège, mais c'est la question que je pense tout le monde m'aurait reproché de pas te. Parce qu'on est, comme tout le monde, on est en attente de la formule magique pour faire progresser nos La joueurs. formule magique, c'est de se coller à la réalité. Si ça se passe en match, il faut le faire. Voilà. C'est comme les coachs qui font des circuits de 45 passes à l'entraînement à vide, et ça se produit jamais en match, quoi. Donc à un moment donné, il faut être sur des choses qui sont le plus réalistes possible. Et si ça se produit en match, c'est forcément bon, quoi. Bien sûr. Écoute, je me permets avec le temps qui nous reste d'avoir un petit peu ton avis sur. On va parler très brièvement de la périodisation tactique, parce que c'est aussi un sujet un petit peu qu'on évoque avec Julien et Bastien de temps à autre. Et la première question qu'on va nous poser et qu'on nous pose, notamment Julien qui a une spécificité préparation physique. Toi aujourd'hui sur un morphosique pardon sur la semaine, la première question que tous les préparateurs physiques me posent, et je pense que ça aussi c'est très français, c'est comment je quantifie ma séance du mercredi qui est sur mon principe de jeu avec normalement un jour de tension. Comment on va quantifier, moi, dans mon RPE, parce que, etc., à l'université, on m'a appris qu'il fallait quantifier toutes les séances. Donc, qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Bon, après, c'est pas... Enfin, après, tout s'oppose pas à l'idée de la quantification, la vision de la quantification de la charge. Bon, c'est un vaste sujet, hein. Elle est différente en périodisation tactique que dans la méthode un peu plus française. L'idée pour moi, en périodisation tactique, c'est de travailler toujours à intensité réelle déjà, et on va varier sur la durée de séance. Après, ce qui est important en périodisation tactique, c'est pas le nombre de courses qui va être fait, c'est la durée dans la séance durant laquelle le joueur va être exposé et va être mis en situation dans un environnement de manière à ce que ces courses se produisent. Donc, si on veut travailler, je sais pas, sur le changement de direction, l'idée c'est pas de voir que le joueur il a fait 32 changements de direction. L'idée c'est de dire que pendant 3 fois 3 minutes, le joueur a été mis dans un contexte où il y avait beaucoup de changements de direction à faire. Et comme je disais tout à l'heure, si on pose la question à Victor Frad de comment est-ce qu'on est sûr d'être dans la bonne filière ou dans le bon truc, c'est qu'est-ce que tu veux voir? Si tu veux voir des changements de direction et que tu en vois beaucoup, c'est très bien. Si tu en vois un peu, c'est un peu bien. Puis si tu en vois, c'est que c'est bien. Voilà. Donc c'est d'essayer de raisonner comme ça. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein. Moi j'ai pas de en tout cas l'idée pour moi, même si je connais bien la périodisation tactique, c'est pas l'objet pour moi n'est pas de dire que cette méthode là est meilleure qu'une autre, hein. Je suis pas un VRP de cette méthode. Après moi je mets quand même des réserves, je mets quand même plusieurs réserves sur le fait que par exemple, aujourd'hui, on a des préparateurs athlétiques, certes experts et très compétents en physio, etc., qui vont nous dire, voilà, il faut fonctionner comme ça, il faut travailler comme ça, etc. Puis au final, on se rend compte que le nombre de joueurs blessés
Mais il y a quand même des joueurs. C'est-à-dire que quand on me répond, de toute façon, dans tous les cas, il y aura des blessés, ça me gêne toujours un peu. Et puis, de manière là purement pragmatique, j'ai fait 4 préparations d'avant-saison, 1, 2, 3, 4 ou 5, je sais plus, 4, peut-être 4 ou 5, en utilisant la périodisation tactique, donc c'est-à-dire avec voilà, vraiment avec les recommandations, c'est-à-dire pas de montée progressive de charge, avec du jeu dès le premier jour et des contacts et des changements de direction dès le premier jour, etc. À l'exception de la dernière année, je vous dirai pourquoi. À l'exception de la dernière année, j'ai la raison. J'ai jamais eu un seul blessé musculaire pendant mes 4 années, que ce soit 2 ans avec les filles ou 2 ans avec les garçons. Il n'y a jamais eu un seul blessé, quoi. Donc ça, c'est quand même un apport parce qu'au niveau du club, notamment Chevrières, le dernier club où j'étais, traditionnellement, c'est un club où il y avait beaucoup de blessés en prépa. Et c'était la première fois depuis très 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 longtemps qu'il n'y avait pas eu de blessés dans la prépa. La dernière année, il y a eu des blessés, mais la raison a été que la reprise du championnat ayant été avancée, en fait, je disposais pas de mon effectif, de tout mon effectif, ce qui fait que lors des matchs de préparation, les joueurs jouaient plus que ce qu'ils auraient dû jouer. Parce qu'on ne joue pas 90 minutes dès le départ. Même si on s'entraîne à haute intensité, le temps de jeu des matchs amicaux doit être progressif. Et sauf que moi, n'ayant pas de joueurs sous la main, les joueurs ont été sursollicités en match dès le départ. Et des joueurs, maintenant je le sais, je le savais pas à ce moment-là, des joueurs du coup ont été un peu en surcharge, en surentraînement, et se sont pétés, entraînement du coup, c'était en match, mais en tout cas en surcharge par rapport à ça, et se sont pétés cette dernière année-là. Voilà. Mais c'était aussi par rapport à ma gestion d'effectifs. À un moment donné, je pense que quelle que soit la méthode, si tu fais tous tes matchs de préparation avec seulement 15 joueurs, tes 2 premiers ils vont être dans le rouge, et puis ton 3e ils vont péter, quoi. Ça, que ce soit par des tactiques ou pas. Et c'était de toute façon, je n'avais pas d'autre choix. À la limite, j'aurais presque dû, avec le recul, ne pas faire de match des préparations, quoi. Mais ça aurait été dur à faire passer aux joueurs, et puis ça aurait été un peu bizarre. Ou la meilleure solution, ça aurait été d'avoir tout mon effectif à la reprise. Mais voilà. Après, on choisit pas toujours le contexte dans lequel on évolue, et en tout cas, ce que je sais, c'est que cette année-là, j'avais pas pris la bonne adaptation. Ok. Voilà. D'accord. Écoute, avant de passer aux questions avec Damien et Julien, qui ont certainement une ou deux questions à te poser, je voulais juste savoir, c'est une question qu'on pose toujours dans les podcasts Contrôle Pass. Après, je donnerai la parole à moi. Julien, t'as peut-être un truc à dire maintenant. Ouais, moi j'aimerais rebondir parce que c'est en tant que préparateur physique, c'est assez intéressant ce que tu dis, Damien. J'aimerais moi savoir au niveau des préférences motrices s'il y a des profils qui vont être beaucoup plus performants naturellement dans certaines qualités physiques que d'autres. Alors, la réponse est non. La réponse c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des profils, ça dépend de ce qu'on appelle performant, en fait. C'est-à-dire que il y a des profils, notamment dans les types de sauts, je veux dire, tu as des profils de joueurs qui vont être plus à l'aise sur un effort concentrique, d'autres plus sur un effort pliométrique, donc les types d'appui et les chaînes sollicitées vont être différentes. Et naturellement, forcément, le contexte va faire que certains vont être un peu avantagés au départ. Maintenant, avec de l'entraînement et avec de la motricité, on peut tous performer dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce serait une erreur de dire que certains profils sont plus rapides, certains profils sont plus endurants, non, ça c'est pas le cas. Il y a des joueurs performants, les athlètes performants dans tous les profils. Ça c'est important. Par contre, de dire que peut-être naturellement, en fait c'est le contexte dans lequel on expose, c'est-à-dire que tu vois, moi j'étais joueur chez gardien de but, et moi je suis arrivé au moment où c'était la mode des échelles de rythme. Bon, ben ça c'est bien, sauf que pour les profils comme le mien, c'est un peu plus compliqué. Donc on m'a jugé un peu moins bon, mais à force de m'entraîner, j'ai réussi. Mais il m'a fallu un peu plus de temps. Alors qu'il y en a pour qui c'est parfait, quoi. Ça naturellement. Après, ça dépend de dans quel contexte on soumet le joueur. Mais il n'y a pas de lien. Enfin, la finalité de ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le profil et la réussite dans le sport. C'est comment tu vas réussir qui va être différent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu entraînes quelqu'un tout le temps à l'opposé de son profil, tu le mets en difficulté. D'accord. Ok. Je pense que Julien, par rapport à ta question, est-ce que tu avais d'autres choses à... Non, sincèrement, ouais, la réponse, c'est ce que j'attendais. Ok, bon bah nickel. Parfait, merci. Là, on va juste question habituelle sur les podcasts Contrôle Pass. Est-ce que Damien, t'aurais, si tu devais choisir 2 livres
deux livres aujourd'hui à conseiller. Je vois tout à droite, je crois reconnaître les entraîneurs tout à droite. Excellentissime, excellent. Ouais. Attends, tu arrives à voir mes livres là. Putain. J'allais dire, en fait, c'est que je reconnais juste le design du livre. Parce que le vert avec Cooper noir, il me semble que c'était celui-là de Patrick Chansol. Et excellentissime, excellentissime. Deux à conseiller, ce serait lesquels? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Écoute, tu vois, je vais me retourner direct dans ma bibliothèque et puis je vais te dire. Alors, parce qu'il y en a partout. Et ils sont pas tous là. Allez, on va sortir un peu des sentiers battus. Celui-là est très bien. Les secrets de All Black, 15 leçons de leadership. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça ouvre l'esprit. Donc ça, c'est si on veut donner un livre, on va dire, extra foot. Le livre foot, en termes de management, les entraîneurs sont-ils entraînés? C'est une référence. Hein. C'est quelque chose de... Bon, je crois qu'ils ne le vendent plus, mais ça doit pouvoir se trouver d'occasion et top niveau. En allant sur le site, qui était difficile à l'achat. D'ailleurs, je me permets de passer un message. Julien, je peux te si tu peux me le rendre, s'il te plaît. Il est actuellement plus en ma possession, Jérémy. Ok, super, merci. Mon ami. Alors, après, je cherche encore, mais je peux recommander d'autres. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Maintenant, j'avais beaucoup aimé celui-là. Le mental en action de Jean-Paul Ancien. L'adjoint de Sabri Lamouchi. C'était top niveau. Après, qu'est-ce que j'ai de vraiment bien. Je vois que tu tiens ton livre. Tu peux nous le présenter. Attends. De quoi? Je vois que tu tiens ton livre en main. Tu peux nous le. Oui, mais c'est pas ça que je cherche. Je peux en parler, mais c'est pas celui-là que je cherche. J'ai bien aimé aussi celui-là. Enfin, les deux d'Ancelotti, mais notamment celui-là. Ça parlait foot et c'est rare qu'il y en ait qui parlent de foot à ce point-là. Donc j'ai trouvé ça bien. Après, il y en a que je cherche, mais je trouve pas. Il doit être là-haut. Celui-là, c'est bien aussi. Ouais, je trouve pas. Bon, c'est les 7 habitudes en fait, je le trouve pas, mais les 7 habitudes de Covey, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que c'est un livre qui n'a rien à voir avec le foot, mais qui peut beaucoup aider, qui m'a beaucoup aidé. Moi, je l'ai lu à 20 ans, j'ai eu la chance de l'avoir lu très tôt et il m'a profondément changé. Après, voilà, le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là, ou l'avant-dernier, enfin un des derniers livres, un marquant que j'ai lu, c'est celui-là, très intéressant. Et puis, voilà, après... Et parler du livre que j'ai écrit, c'est plus pour les éducateurs qui passent BMF, BEF. Ouais. C'est vraiment comme la finalité de la formation, c'est de travailler sur le jeu et le projet de jeu. C'est vraiment un livre qui est vraiment accessible, qui n'est pas compliqué, qui a pour objectif de guider les éducateurs à se poser des questions pour formaliser leurs idées, parce qu'on a tous en tête ce qu'on veut faire. Mais c'est très dur de l'expliquer. C'est-à-dire ce que je dis toujours, c'est quand une action, elle s'est déroulée, si on met le replay de l'action, on sait tous ce qu'on aurait dû faire. D'ailleurs, on ne voit pas tous la même chose, mais on a tous un avis sur ce qu'on aurait dû faire. Maintenant, d'être capable d'anticiper tout ce qui va se passer dans un match, de le formaliser et de dire aux joueurs, de transmettre aux joueurs, de donner les moyens aux joueurs de fabriquer les bonnes réponses comme nous, on voudrait que ce soit, c'est tout le challenge d'un coach. Et ce livre-là, il a juste en fait l'idée d'essayer de guider la pensée des coachs pour qu'ils puissent vraiment mieux s'exprimer, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose de très simple, hein, ça. Même s'il y a j'ai eu des retours hyper positifs de coachs, même à haut niveau, c'est pas trop la cible, quoi. Donc même si plusieurs coachs de L1 l'ont apprécié, je pense pas qu'ils y aient appris grand chose. C'est vraiment plus les entraîneurs régionaux pour les accompagner durant leur formation, quoi. Parce que c'est venu du constat que moi, quand j'encadrais les formations BMF, BEF, je trouvais que peut-être on n'allait pas de certaines fois assez dans le détail sur le jeu, quoi. C'est l'idée du livre.
je te cache pas hein, que ayant passé le BEF, c'est un livre qui s'est retrouvé sur beaucoup de tables et qui permet surtout d'un petit peu, à ce moment-là, nous, on a besoin de modéliser un petit peu un chemin pour construire notre projet de jeu, et c'est là où ton livre a permis ça. La question que je voulais te poser, et je ne veux pas trahir de secret, mais lors de ton premier module de formation, tu avais évoqué peut-être un autre livre sur les préférences motrices, ou du moins sur les clichés dans le football. Je voulais savoir si c'est toujours d'actualité ou pas. Alors, oui, le projet est ficelé. En fait, c'est compliqué parce que l'éditeur est trouvé, etc. Mais je suis à l'heure actuelle un peu dépendant de la sortie du livre Action Type. Bien sûr. Qui est retardé. Je viens de voir, qui est écrit, tout est prêt, mais je viens de voir tout de suite là pendant le podcast, je viens de recevoir un mail comme quoi sa sortie était repoussée au mois d'août. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour mon livre. Je sais pas si ça change des choses ou pas. Peut-être que je vais pouvoir rediscuter avec l'éditeur. Voilà, à la base, sa sortie aurait dû être pour le mois de juin. Maintenant, bon, bah là, c'est sûr que c'est pas possible parce que voilà, c'est sûr que c'est pas possible. Maintenant, l'idée est toujours dans le coin de ma tête. Ouais. Après, il faut voir la faisabilité. Quand même. Pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a au départ, il me semble, un livre Approche Action Tabs, justement, par Bertrand Terolas qui devait sortir au tout départ. Il me semble que c'était même l'année dernière, non? C'est ça, il aurait dû sortir au mois de novembre. Ouais. Et puis, pour diverses raisons, il est repoussé. Et donc, bon, mais voilà, moi, le livre aurait dû normalement sortir en novembre, et moi, j'aurais dû me caler derrière vers le mois de juin. Bon, malheureusement, les choses ça se passe pas comme prévu. Bon, après, peut-être que je partirai sur un autre projet ou un autre livre ou autre, on verra d'ici là. Ok, d'accord. Je sais pas, j'ai pas trop de vision à long terme, mais comme je sais pas vraiment non plus comment l'avenir se dessinera, d'autant plus avec ce qui se passe en ce moment, où moi, toutes mes activités aussi, elles sont suspendues. Et du coup, il y a du temps qui se trouve libéré. Donc, bon, voilà, je vais en profiter pour faire beaucoup de recherches. Mais peut-être que je vais aussi partager des choses. Ok, d'accord, super. Bah écoute, nous, en tout cas, on le souhaite. Hein. Bastien et Julien, avant de couper, peut-être quelques questions, quelques réactions par rapport au podcast. On va commencer avec Bastien. Ouais, pas forcément de questions qui me viennent là instinctivement. Je pense que là, ce que tu nous as présenté, Damien, c'est à apprendre à écouter plusieurs fois pour essayer de bien l'interpréter, bien le comprendre et essayer et s'en servir pour pousser ensuite dans les recherches de ces thématiques-là. Donc là, j'ai pas forcément de questions qui me viennent, juste à part te remercier d'avoir pris de ton temps pour nous avoir permis de te poser quelques questions afin d'éclairer certains points. Donc, à part te remercier grandement de cette petite heure, de cette bonne heure même. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je n'ai pas de grandes questions. Super. Écoute, Julien, est-ce qu'il y a peut-être également quelque chose à ajouter? Ouais, franchement, merci Damien. C'est toujours cool de pouvoir échanger avec des personnes. Ça nous permet un peu de nous remettre en question, de voir ce qui va, de voir ce qui est améliorable. J'ai beaucoup aimé notamment tout ce que tu as pu dire sur les critères de réalisation. Moi, je pense que dans l'animation de coach, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, merci à toi. J'espère que pas mal de personnes vont pouvoir écouter ce podcast pour réfléchir à nouveau et qu'on avance tous ensemble dans une direction qui est intéressante, quoi. Voilà, merci. Un grand merci. Après, c'est clair que je rebondis sur ce que tu as dit et il est certain que même si je défends des idées, c'est loin d'être la vérité. Parce que si j'avais la vérité, je serais pas en train de chercher un club à l'heure actuelle, mais ce que je veux dire, c'est que ça doit au moins permettre d'alimenter les réflexions de tous. Et moi aussi, ces échanges-là, ils me permettent aussi de remettre en challenge mon questionnement. Donc, c'est ça vraiment l'objectif. Et voilà, c'est pas là ce que je dis, c'est pas la vérité, c'est juste une réflexion personnelle qui va permettre à chacun d'avancer, de réfléchir. D'accord, parce que on resitue le contexte aussi pour terminer. Nous, le but, voilà, c'est pas de convaincre les gens, parce que chacun, encore une fois, a sa façon de fonctionner. Et encore une fois, s'il y avait la bonne façon, eh ben, on l'aurait tous appliqué, mais aujourd'hui, c'est clair. Il n'y en a pas. Pour terminer, je voulais juste avoir un petit peu les activités à venir par rapport à tes formations, donner un petit peu peut-être de billes pour ceux qui voudraient en savoir plus à la fin de cette vidéo, comment ils peuvent te contacter, le site Axel Conseil, etc. Si tu peux nous donner un petit peu d'infos.
Oui, bah après, les formations sur les préférences motrices donc, sont sur le site Axel Conseil. Le prochain programme de formation débute au mois d'octobre. Après, bah, pour l'activité immédiate, je suis à la maison. Voilà, donc il n'y a pas tout ce que j'avais entrepris et tout ce que je fais avec les clubs, avec les joueurs est complètement à l'arrêt. Dans le sens où ben, voilà, le contexte fait que en ce moment, il y a beaucoup moins de travail, donc je vais en profiter pour. J'ai quasiment terminé, donc je vais en profiter pour terminer le travail sur. J'ai fait en fait le même travail sur les attaquants depuis maintenant un peu plus d'un an, ouais, quasiment 1 an et demi sur les coups de pied arrêtés. Donc il me reste quelques jours de travail pour le finaliser. Donc je vais le finaliser très prochainement. Comme ça, j'aurai un domaine d'expertise supplémentaire. Et puis ensuite, ben, on verra combien de temps on est à la maison. Et puis je lancerai un autre projet de recherche d'ici là. Bon, bah écoute, merci à toi en tout cas.